L'économiste qui cartonne dans les librairies et à l'étranger, auteur du best-seller Le Capital du XXIe siècle au XXIe siècle, Thomas Piketty s'engage pour Benoît Hamon et nous engageons Thomas Piketty à nous dire pourquoi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Thomas Piketty. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien, on est heureux de vous recevoir, mais on a une faveur, j'ai une faveur à vous demander. Ne parlez pas trop vite parce que des fois je me suis aperçu que vous bouffiez des mots. D'accord. Comme ça. Et ne dites pas trop de mots d'économiste dans vos phrases, car après une journée de boulot, on peut éventuellement parfois décrocher. Vous me faites cette promesse ? D'accord. Ok, merci Thomas. Qui êtes-vous Thomas pour ceux qui ne vous connaissent pas ? En 2013, vous êtes devenu la superstar mondiale de l'économie avec votre dernier livre, Le Capital au XXIe siècle, traduit dans des dizaines de langues, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et bientôt adapté au cinéma. La presse éco parle de Piketty Mania avec cette accroche de une de Bloomberg. De Karl Marx. Les télés américaines vous adorent. Capital in the 21st Century by Thomas Piketty. After you read it, you just can't quite see the world in the same way. One of the key voices to put inequality on the tip of every politician's tongue is French economist Thomas Piketty. It's my great pleasure today to have with me here Thomas Piketty. It's the first economic classic of the 21st century. Et nous, on adore cet accent quand vous parlez anglais. This is of interest to everybody, not only to economists. This is also a political story, a cultural story. Obligé. À chaque élection présidentielle, vous avez pris position. En 2007, c'était pour Ségolène Royal. En 2012, vous signez une tribune en faveur de François Hollande. Et cette année, vous êtes devenu un argument pour lui. Je me réjouis de la tribune d'économistes réputés dans le monde entier. Thomas Piketty, Emmanuel XVI, qui disent quoi? L'idée de Benoît Hamon est non seulement pertinente, mais aujourd'hui audacieuse. Jusqu'à rejoindre son équipe de campagne. Je remercie Thomas Piketty, que l'on connaît bien pour ses travaux sur le capital, sur les inégalités, qui est une personnalité unanimement reconnue dans le monde pour la qualité de ses travaux. Thomas Piketty, est-ce que vous êtes un utopiste ? Moi j'aime bien, oui, rêver à un futur qui serait mieux qu'actuellement, et je pense que c'est possible. Surtout, je pense que, écoutez, Hamon, on n'y croyait pas d'avoir un candidat un peu rafraîchissant qui nous change un petit peu. Là, ça se préparait mal. Je dis pas que maintenant tout est rose, mais au moins on a un candidat qui est quand même un peu plus rafraîchissant, qui a un message pour la jeunesse, en particulier d'émancipation avec le revenu individuel pour tous ceux qui sont étudiants, pour tous ceux qui font face au travail émiettée. Utopie, vous assumez. Oui, mais c'est une utopie réaliste, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Une utopie réaliste ? Oui, parce que ça existe. Non, mais il y a des pays, par exemple, regardez, au Danemark, chacun a droit à 60 mois, donc 5 ans d'études payées, indépendamment du revenu de ses parents, qu'on peut utiliser au début de sa vie, plus tard dans sa vie, si on commence à travailler. Il le finance comment ? Eh bien, cette utopie réaliste. Il le finance. Vous savez, on a en France des prélèvements, des impôts qui permettent de financer ça. Il y a aussi des fois des économies qu'on peut faire. Mais d'autres pays très proches de nous arrivent à le faire. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose qui peut être mis en place en France. Et vous dites, tous les candidats sont imparfaits. Hamon est le moins imparfait de tous. Ça veut donc dire qu'il a des défauts. Oui, alors, lesquels ? Moi, je n'ai jamais été membre du Parti socialiste. Benoît Hamon, c'est pas un homme providentiel. D'ailleurs, lui-même le dit. C'est quelqu'un qui essaye de nous entrer dans une direction, mais qui est pas du tout, qui est pas là. Macron, quand on le voit lever les bras, on a l'impression qu'effectivement, il est en voie de Jésus-Christisation rapide. Je sais pas où est-ce qu'il va arriver, mais moi, je m'inquiète un peu pour sa santé mentale. Et surtout, écoutez, sur le fond, on a deux candidats. Fillon et Macron, qui sont très conservateurs. En particulier sur la question centrale pour moi, qui est le traité européen. Macron, il a pas cette image-là, de conservateur. Il essaye de la couper, mais la vérité, c'est que d'abord, quand il dit des choses sur son programme, ça ressemble beaucoup à Fillon. C'est-à-dire en particulier sur l'impôt sur la fortune, il veut supprimer l'impôt sur la fortune sur tous les hauts portefeuilles financiers. Oui, Macron, c'est un banquier qui veut faire des cadeaux aux banquiers, pour résumer. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même très conservateur. Sur l'Europe, qui pour moi est quand même l'échec central. C'est pas une caricature, ça ? C'est pas une caricature. Il arrive, il dit, moi je veux supprimer l'impôt sur la fortune sur tous les portefeuilles financiers. Or, tous les patrimoines importants sont d'abord financiers. On est dans une période où on a une grande prospérité patrimoniale et puis une grande stagnation salariale. Est-ce que c'est vraiment le moment de consacrer les maigres marges de manœuvre qu'on a de ce côté-là ? Moi, je crois pas. D'accord, mais je vois que je vous demande les défauts de Hamon et vous me répondez sur Macron.
C'est vous qui m'avez entraîné sur Macron. Vous êtes devenu un vrai homme politique. Pas du tout. Écoutez, Hamon, il a un mérite, moi je crois, sur la question centrale qui est celle de l'Europe, c'est de proposer une démocratisation de la zone euro pour sortir de l'austérité. C'est des propositions très concrètes et qui sont très différentes de ce qu'on a à la fois du côté Macron-Fillon, qui en gros ne veulent pas changer le traité budgétaire de 2012. Il y a des raisons pour ça. Fillon, il était Premier ministre, c'est lui qui l'a négocié. Et ensuite, Macron était secrétaire général de l'Élysée, c'est lui qui l'a appliqué. Il n'y a pas eu de renégociation du traité en 2012, contrairement à ce que Hollande avait prétendu. Et du côté Le Pen-Mélenchon, là, le problème, c'est que c'est un peu... on envoie tout promener, et c'est pas très très clair ce qu'on fait une fois qu'on a tout envoyé promener les traités européens. Et le jour d'après, on ne sait pas très bien comment on J'aimerais juste rappeler que c'est votre job, hein, l'Europe au sein de l'équipe Macron. Moi j'ai accepté de m'engager... L'équipe Hamon, pardon, excusez-moi. Merci. J'ai m'engueulé dans l'oreillette. Hamon. Moi, j'ai accepté de m'engager avec Benoît Hamon précisément sur l'Europe parce que je pense que c'est vraiment le grand sujet. C'est-à-dire que comment on fait pourquoi elle n'intéresse personne? Pourquoi l'Europe n'intéresse personne? Pourquoi tout le monde dégueule dessus sur l'Europe? Tout le monde dégueule dessus parce que les règles sont très mal fixées. C'est-à-dire qu'en fait, on a une machine qui n'arrive pas à prendre des décisions. Regardez, sur la crise de la zone euro, sur la crise de la Grèce, du Portugal, de l'Europe du Sud, qui est dans une situation terrible, où le taux de chômage a atteint 20, 30, 40% depuis maintenant presque une dizaine d'années. Ça fait des années qu'on dit qu'on va annuler une partie de la dette pour que ces pays puissent repartir de l'avant, investir, et en fait on n'arrive pas à prendre des décisions. Pourquoi on n'arrive pas à prendre des décisions? Parce qu'on n'a toujours pas démocratisé la zone euro. C'est-à-dire que l'organe pour prendre des décisions dans la zone euro, c'est vous mettez tous les ministres des Finances autour de la table à huis clos. Ils vous annoncent au milieu de la nuit qu'ils ont sauvé l'Europe pour la 17e fois, sauf que vous vous rendez compte dans la journée qui suit qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé. Puis comme tout ça se passe à huis clos, on ne sait même pas ce qui a été dit. Et surtout, chacun peut mettre un veto. Donc il suffit que le Premier ministre du Luxembourg veuille continuer de jouer au paradis fiscal dans son coin. On ne peut pas mettre d'impôts en commun sur les grandes sociétés. Il suffit que le ministre des Finances allemand veuille pas restructurer la dette grecque. On ne peut rien faire. Donc ce qu'on propose très concrètement, et ça c'est nouveau, ça n'a jamais été proposé, c'est de dire on va remplacer cette espèce de conciliabule des ministres des Finances par une assemblée parlementaire de la zone euro dans laquelle chaque pays, l'Allemagne, la France, sera représenté en proportion de sa population par des députés issus de l'Assemblée nationale en France, du Bundestag en Allemagne. Et là, on se rendra compte de quoi? On se rendra compte d'abord que l'Allemagne, c'est très important évidemment, mais c'est 27% de la population. Et du produit intérieur brut. Parce que c'est déjà compliqué l'Europe, donc oui. J'ai l'impression que vous allez la compliquer encore plus. C'est simplement en proportion des différents groupes politiques. Après, chaque groupe politique peut nommer ceux qui sont les plus compétents sur le terrain européen ou ceux qui sont dans la commission du budget. Concrètement, aujourd'hui, par exemple, combien Alors, on pourrait avoir, par exemple, 30 députés du Bundestag allemand, 25 de l'Assemblée nationale française, 20 du Parlement italien, espagnol, enfin en proportion de la population de chacun. Et ce dont on se rendrait compte tout de suite. Et qui les choisit? On se rendrait compte, chaque groupe politique, en proportion de chaque groupe politique. Ce dont on se rendrait compte, c'est que l'Allemagne, c'est 27% de la population de la zone euro. La France, l'Italie, l'Espagne, c'est 50%. Et puis, il reste 23% qui sont le Portugal, la Grèce, la Belgique. Et au sein des 27% que représente l'Allemagne, tout le monde n'est pas hyper conservateur. Tout le monde n'est pas sur la ligne du ministre des Finances Schäuble qui veut rien entendre parler de réduire la dette grecque. Il y a des gens de gauche, de droite, du centre, comme dans tous les pays. Et ça éviterait justement après de se retrouver pays contre pays. C'est-à-dire qu'ensuite, on aurait des majorités dans cette Assemblée pour décider, par exemple, des vraies majorités européennes. Mais il y a déjà des députés européens. Alors le problème, c'est que le Parlement européen, vous voyez, n'a pas la légitimité pour voter les impôts parce que ce sont les députés nationaux, l'Assemblée nationale en France, le Bundestag en Allemagne, qui ont la légitimité pour voter les impôts, pour engager le contrat mutuel. Par exemple, à chaque fois qu'on a voulu modifier des règles au niveau du mécanisme européen de stabilité, qui est ce fonds commun qu'on a créé pour essayer de calmer la spéculation sur les marchés financiers en Europe du Sud, à chaque fois qu'on veut augmenter l'engagement de chaque pays dans ce fonds, c'est le Bundestag, la Commission des finances qui doit voter, l'Assemblée nationale, la Commission des finances qui doit voter. Donc le Parlement européen ne remplacera jamais les parlements nationaux. Donc il y a deux raisons pour lesquelles il faut s'appuyer sur les parlements nationaux. D'abord, ce que je viens de dire, c'est ce sont eux qui peuvent engager le contribuable national, voter l'impôt. Par exemple, avoir un impôt commun sur les grandes sociétés. Ça fait des années qu'on sait que chaque pays se fait avoir par les grandes multinationales qui se retrouvent à payer des taux plus faibles que nos PME, ce qui n'a aucun sens. Tout le monde proteste, etc. On ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? Parce qu'en fait, c'est chaque Parlement national qui, dans son coin, vote l'impôt sur les sociétés. Et donc, il faut les mettre ensemble, leur déléguer les choses qu'on n'arrive plus à faire nous-mêmes. La grande différence, c'est que la France, jusqu'ici, n'avait jamais mis
sur la table une proposition de cette nature. C'est-à-dire jusqu'ici, vous voyez, l'attitude, c'était bon, la France veut A, l'Allemagne veut B, on n'est pas d'accord, on fait rien. Là, la différence, c'est qu'on met sur la table une proposition de gouvernance démocratique qui va permettre de pouvoir prendre des décisions. J'ai compris sur ce que vous vouliez faire sur l'Europe, mais sur l'Europe, pourquoi tous les candidats, y compris vous, disent ce qu'il faudrait changer à l'Europe, vous venez de le faire, y compris Hamon. Pourquoi on ne dit pas aussi ce que l'Europe nous apporte concrètement, là? Et trois choses concrètes et positives sur l'Europe qu'elle nous apporte maintenant, là. Il y a beaucoup de choses. On peut toujours citer Erasmus, le fait qu'on n'est plus soumis à la spéculation sur notre taux de change, parce que si on retournait à notre monnaie, qui m'ont apporté à moi Erasmus, d'accord, oui. à des étudiants. Quoi d'autre? À être plus fort sur les marchés financiers pour ne pas avoir votre monnaie qui varie du simple au double du jour au lendemain parce que les marchés décident de s'attaquer à votre pays, qui fait que si vous partez en vacances, vous pouvez vous payer une demi-chambre d'hôtel au lieu d'une chambre d'hôtel du jour au lendemain parce que les marchés financiers ont matraqué votre monnaie. Ça peut être plutôt une bonne chose. 3, si vous prenez un sujet comme l'environnement, le développement durable, le réchauffement climatique, c'est très clair que si on a fait un peu des progrès en Europe, c'est-à-dire que l'Europe, c'est quand même la partie du monde, en tout cas par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres parties du monde, qui a réussi à réduire ses émissions, c'est parce qu'on avait quand même une gouvernance en commun, qui est imparfaite, qui n'est pas assez démocratique, mais au moins on prend des décisions en commun où on sait qu'on ne va pas tout seul faire des efforts. Parce que c'est tout le problème sur des sujets comme le réchauffement, c'est qu'on est tous prêts à faire des efforts si on en fait ensemble. Donc ça, là-dessus, l'Europe a quand même eu certains résultats. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'Europe, contre la Russie et les États-Unis, c'est un mode de vie? Jusqu'ici... Il faut défendre un mode de vie qu'il faut défendre mais contre le mode de vie américain et russe. Jusqu'ici, sur la défense, c'est vrai qu'on s'est complètement reposé sous le parapluie américain, et par les temps qui courent, le parapluie américain, il est un peu flippant. Donc c'est clair. Et on n'a pas l'impression que le parapluie européen s'ouvre depuis l'élection de Trump. On n'a pas l'impression. Écoutez, la défense, ça va être compliqué, parce que se mettre d'accord pour décider d'une défense européenne, il faut aller dans cette direction, c'est compliqué. Il y a des choses plus simples qu'on pourrait régler dès maintenant. Arrêter de se faire avoir par les multinationales en ayant enfin un impôt commun sur les bénéfices sociétés en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Parce que si vous mettez ces 4 pays ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 77% de la zone euro, donc on peut prendre des décisions, on peut avancer. Et surtout, vous avez une économie qui est d'une taille comparable à celle des États-Unis. Ce qui veut dire que si vous mettez des sanctions sur des banques, des multinationales, ils sont obligés d'obéir. Vous savez, pendant des années, on disait, par exemple, les banques suisses, on ne peut rien faire contre elles, elles sont trop fortes. Et du jour au lendemain, où les États-Unis ont menacé les banques suisses de leur retirer leur licence bancaire s'ils continuaient de faire les malins et de ne pas vouloir transmettre les infos sur les contribuables américains, immédiatement les Suisses ont changé leur loi. Donc ce qui est triste dans cette histoire, c'est que l'Europe ne l'ait pas fait avant, parce que pour finir, on est quand même plus concerné en France, en Allemagne, en Italie que par les États-Unis d'avoir un paradis fiscal au cœur de l'Europe. Mais la bonne nouvelle, parce que moi je suis plutôt optimiste, je veux voir les bonnes nouvelles. Donc ça, les bonnes nouvelles, c'est que on peut faire des choses. Si on fait des sanctions ensemble, on peut faire des choses. Mais pour ça, il faut accepter de faire confiance à la démocratie en Europe, et c'est ça, c'est vraiment ça la nouveauté. Je pense que l'Allemagne aurait très peur d'être mise en minorité dans l'assemblée de la zone euro que je décrivais tout à l'heure, parce que c'est vrai que la majorité voudrait moins d'austérité que ce qu'il y a eu jusqu'ici, et moins d'austérité que ce que veut au moins une partie des responsables politiques allemands. En même temps, ils ne pourraient pas refuser, parce que si vous refusez une union politique parlementaire au niveau de la zone euro, franchement, l'avenir de l'euro se présente mal. Donc, par rapport à Mélenchon, vous savez qu'il est là, plan A, plan B, on a un plan A, Restons sur Hamon. L'Europe, plan B, Restons sur Hamon. Moi, je pense qu'il faut surtout mettre, justement, à Hamon, la différence, c'est de mettre surtout l'accent sur le plan A. C'est-à-dire que la menace de sortie, c'est bien beau, mais le but, c'est quand même de rester et de changer les choses. Donc, OK, si le plan A marche pas, on verra ce qui se passera ensuite, mais essayons de soutenir, de travailler sur notre proposition concrète. Trop souvent, on se plaint des autres, on se plaint de l'Allemagne, on se plaint des autres pays, mais la France, en fait, jusqu'ici, n'a pas mis de vraies propositions de comment on voudrait avoir enfin de la démocratie en Europe. Rapidement, sur le revenu universel, Thomas Piketty, 10 secondes. Vous êtes pour, mais pas vraiment pour, hein? Si, on vous sent pas dingue du truc. Vous dites que Hamon n'a jamais dit qu'il allait verser 750 € par mois à 50 millions d'adultes. C'est 600, ça finira par augmenter. 750, regardez. Ce que je propose, c'est un revenu universel d'existence, versé à toute personne majeure et d'un montant qui pourrait commencer par être au niveau du RSA socle, puis ensuite être à 750 € par personne. En une phrase. Je vous fais confiance, Thomas Piketty. En une phrase, vous êtes d'accord, oui ou non? En une phrase, je suis tout à fait d'accord. Il faut conserver la dimension émancipatrice du message revenu universel pour les jeunes, pour tous ceux qui font face à un travail émietté. Et en même temps,
Il faut aussi utiliser ce même outil pour revaloriser le salaire, le bulletin de paye de tous ceux qui ont un travail, mais dont le travail est mal payé. Parce que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent, qui sont au SMIC. Vous prenez le SMIC brut à plein temps, c'est 1 400 €, sauf qu'on vous retire 300 € par mois de cotisation CSG, vous avez 1 100 € net par mois, et encore si vous avez un emploi au SMIC à plein temps. Et c'est très peu. Et si vous faites la demande plusieurs mois plus tard, vous pouvez toucher ce qu'on appelle une prime d'activité qui, en fait, vous rembourse l'équivalent de 100 € par mois. C'est absurde. Donc, il faut que le revenu universel pour toutes ces personnes qui ont un emploi soit une façon d'augmenter directement sur le bulletin de salaire chaque mois ce qui est versé, non seulement de 100 € par mois, mais même plus. On peut le porter à 200, à 300 € par mois, de façon à avoir une augmentation sensible de pouvoir d'achat. Donc, moi, je veux ajouter des choses au projet initial qui est le projet qui est vraiment centré sur ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont en études, qui font face à un travail émietté. Cette partie-là, il faut évidemment la conserver, mais il faut l'enrichir avec un message sur les bas salaires, la revalorisation des bulletins de salaire pour ceux qui sont en emploi. En tout cas, c'était passionnant. Juste, je remarquerai que vous n'avez pas répondu à ma question du début, qui était donnez-moi les défauts de Benoît Hamon. Merci beaucoup, Thomas Piketty, d'être venu sur le plateau de Quotidien. À bientôt.